Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 446e rencontre Vlil et ce soir on a donc la chance de recevoir Éloi Audouin-Rouzot pour le dernier clan aux éditions de La Tribu et son éditrice Julia Pavlovitch qui dirige la maison dont on va parler en préambule avec elle pendant une quinzaine de minutes. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Alors déjà, je suis ravi de te retrouver, Eloi. Et puis, on se connaît déjà depuis quelques temps, depuis tes ouvrages chez Phébus notamment. Et puis, Julia, on s'était vu aussi pour une rentrée littéraire il y a quelques mois pour nous présenter cette rentrée littéraire que vous aviez faite à la Tribu. Et puis, on n'avait pas finalement pas tant parlé que ça de cette maison qui est récente à travers le groupe des nouveaux éditeurs. Quand vous avez imaginé la création de la tribu, quel manque du paysage éditorial vouliez-vous combler finalement en premier? Est-ce que c'était l'audace, la liberté, la douceur, la confiance ou tout finalement, mon capitaine? Je pense que les dernières semaines apportent quelques compléments de questions et de réponses depuis ce qui ne manque pas d'échapper à chacun des observateurs de l'édition et du monde du livre avec, avec la catastrophe qui s'est abattue sur les éditions Grasset et sur mon confrère Olivier Nora. Je pense que l'une des premières raisons de ma propre mobilisation à devenir en tout cas la première maison de ce groupe historiquement, la Tribu a été la première maison créée au sein du projet Les Nouveaux Éditeurs. Donc on a maintenant un peu plus d'un an de publication. La maison a quasiment 2 ans d'existence et un an de publication. La première des raisons, c'est la menace qui aujourd'hui s'abat et s'organise sur la création littéraire et sur la liberté de publication, évidemment. C'est donc avant tout un engagement citoyen qui est le mien. Ça, c'est la première des raisons. Et ensuite, les autres raisons, c'est que après 17 ans d'édition à différents postes des métiers de la chaîne, c'est-à-dire comme éditrice indépendante, apporteuse de projet, directrice de collection, porte-plume, que sais-je, et éditrice et directrice littéraire, voilà, éditrice pendant de longues années au sein du groupe indépendant de la rue Jacob, alors les Arènes et l'Iconoclaste. J'ai vu ce que c'était qu'un groupe indépendant qui perdait son indépendance. Donc, j'ai fait le choix d'y demeurer pour des raisons de liberté de création, mais aussi de bien-être et de joie de création, parce que j'ai vu les deux revers de la médaille. Donc, je souhaite avant tout permettre aux auteurs qui nous rejoignent à la tribu de bénéficier d'un climat à la fois d'immense liberté, de totale liberté de publication, celui qui est le mien, et puis aussi d'une certaine joie de créer ensemble. On a tenu il y a quelques semaines maintenant, les auteurs ont reçu tout à l'heure un mail de ma part avec les premiers actes du premier séminaire des auteurs de la tribu, parce que c'est aussi un projet collectif au sein duquel les auteurs se rejoignent, se regroupent, sont, je l'espère, moins seuls pour créer. Et on pourra peut-être partager ça. Donc c'est aussi une façon de concevoir l'édition de manière absolument, si vous voulez, fraternelle. Je pense que c'est un métier qui malheureusement a souffert de beaucoup de prétentions déplacées. C'est pas parce qu'on publie des idées qu'on est forcément les gens les plus intelligents qui soient. Loin de là, vraiment. Il y a beaucoup de prétentions, il y a beaucoup de germanopratisme, il y a beaucoup d'élitisme totalement anachronique avec l'état du livre aujourd'hui qui va mal. Voilà, donc il s'agissait de proposer à la fois un projet réaliste, un écrin de valeur, de la liberté de création, de la joie de création, de la bienveillance, et puis quelque chose qui m'est très cher, c'est de ne jamais être en situation euh, finalement de décider seul des choses. Je souhaite un engagement très professionnel de la part des auteurs qui nous rejoignent pour qu'on décide ensemble des meilleures solutions. J'exècre ce qui, dans notre milieu, relève des principes de domination des éditeurs. Donc, voilà, c'est aussi un projet évidemment humain. Très bien, très bien. Alors, votre catalogue, il est en train de mêler différentes choses. Il y a des romans, évidemment, il y a des récits, et désormais, il y a aussi des documents, notamment avec Sissi qui est sorti il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui décide, finalement,
qu'un texte rejoint la famille de la tribu plutôt qu'une autre maison? Qu'est-ce qui fait le cœur de ces auteurs-là? Est-ce qu'il y a une continuité? C'est vraiment les livres qui décident. C'est les livres qui décident si, évidemment, les projets que l'on reçoit, les discussions qu'on a avec les auteurs qu'on rencontre, si le moment de la société tel que, en tout cas, voilà, moi je le perçois à ma manière, certainement toujours finalement qu'à ma manière. C'est toujours cette part de subjectivité évidemment qui est là, mais je pense que c'est le texte qui décide. On a eu la chance l'année dernière de connaître deux très beaux succès en librairie qui sont venus apporter un vent de frais et voilà, de grande confiance à notre projet et à la chaîne du livre à la librairie, avec l'affaire de la rue Transnona, Secret Tircé notamment, mais aussi d'immenses joies avec toutes ces publications. Et j'ai envie de dire que c'est évidemment les livres qui donnent le là. Et j'ai souhaité donner une grande place à la question de l'histoire avec un grand H sous toutes ses formes, d'où ce lancement de la non-fiction depuis quelques semaines à travers deux récits historiques, à travers lesquels on redécouvre des figures historiques de premier plan. Donc vous avez cité Sissi et Einstein arrivent sur les tables aujourd'hui autour de la diplomatie secrète à l'œuvre dans sa vie, autour du Moyen-Orient. C'est vraiment un Einstein nouveau qu'on redécouvre. On aura la joie de découvrir d'autres personnages historiques dans ce qui ressemble évidemment à une collection de récits historiques, mais la non-fiction va aussi se décliner très prochainement avec de très grosses enquêtes, et des enquêtes qui dérangent. Ça faisait partie des projets d'enquête, d'investigation très engagées que je voulais mener. Donc, elles arrivent très bientôt en juin avec la première. Donc, je pense que vous entendrez nettement parler. Et puis, on découvrira à l'automne de la non-fiction avec des enquêtes sociétales, notamment une autour du sujet de l'inceste, l'autre autour des familles toxiques. Et puis à nouveau de l'histoire sous forme de récit avec les Folles du pouvoir, qui est un récit qui va raconter les premières femmes engagées politiquement en France au début du XXe siècle. Donc voilà, j'ai envie de dire que l'histoire avec un grand H, à l'image du travail des lois sur la préhistoire, qui revêt le vêtement du roman historique classique, a donné le ton du développement. C'est les livres qui donnent, qui prennent la bonne direction, en fait, hein, qui nous la font prendre en général. Et puis après, c'est des personnes, c'est vraiment des auteurs, c'est leur engagement, j'en parlais tout à l'heure, c'est leur énergie, c'est leur gentillesse. C'est des choses qu'on regarde peut-être pas si fréquemment dans nos sélections. Voilà, moi, j'ai la joie de travailler avec des gens très, très bien. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, donc c'est aussi des gens bien qu'on publie. Ouais. En effet, j'ai vu le catalogue jusqu'à fin 2026. C'est assez impressionnant. J'aimerais qu'on parle du mot de la tribu, parce que pour le coup, ça dit aussi beaucoup de choses sur le collectif, sur l'attachement, sur l'abri. Et pour le coup, dans le texte des lois, il y a beaucoup de fois le mot tribu d'ailleurs. Et je crois que d'ailleurs, dans quasiment tous les livres, je l'ai vu, il me semble, mais à vérifier. Mais qu'est-ce que ce mot raconte finalement de votre manière d'éditer? C'est quelque chose, tout à l'heure, vous disiez qu'il va y avoir un premier, une sorte de groupe collectif à travers les auteurs. Ça dit beaucoup de choses. Une tribu, c'est à la fois parfois, ça peut être véhément, une tribu, ça peut être aussi extrêmement vecteur de révolution. Bref, il y a quand même beaucoup de choses derrière ce mot-là. C'est aussi un abri, mais qu'est-ce que ça raconte aussi de la manière d'éditer? Alors le mot en lui-même a été, je l'ai choisi parce que il recouvre en effet beaucoup de possibilités, mais avant tout celui d'un groupe premier qui partage une même langue avant la possibilité d'un État. C'est-à-dire, c'était finalement la petite maison face au grand groupe. Voilà, c'était ça la première figure que j'avais en tête. Et puis la notion de clan, en effet, la notion de clan, de tribu, de groupe premier. Moi, j'aime beaucoup le livre parce que depuis le Codex, on n'a pas fait mieux en termes de solidité, en termes d'archaïsme et de solidité. Et je crois beaucoup à la simplicité des choses dans un milieu qui en manque terriblement, de logique, de simplicité, de réalité, de réalisme. Donc c'est un terme concret, la tribu. Ça se réfère aussi à des groupes humains premiers qui se sont regroupés selon des affinités, des choix,
évidemment. Et puis une tribu, c'est fait pour s'agrandir, c'est fait pour accueillir de nouveaux membres, et c'est fait pour aussi prendre soin les uns des autres. C'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, véritablement. Je suis très impressionnée par la solidarité qui règne entre les auteurs, par les marques de bienveillance non feintes. Voilà, vraiment. Par le sentiment que quand on va s'aider les uns les autres, on va tous y gagner. Le fait qu'on se met au service de la chaîne, et c'est pas qu'un petit mot, c'est le faire tous les jours. C'est-à-dire être le plus possible en librairie, à l'image de ce qu'accomplit Eloi en ce moment. C'est vraiment des tours de force physiques, intellectuelles, promotionnelles. C'est beaucoup de sacrifices aussi aujourd'hui de réussir à faire exister un livre. Donc c'est tout ça et c'est ce regroupement-là, très volontaire, vraiment. Puis dans le mot tribu, certains m'ont parlé peut-être de d'autres idées. Je pense que ça recouvre aussi l'attribut des personnages. Ces personnages qui sont au cœur de toutes ces histoires, personnages qui ont vraiment existé ou qui sont inventés. C'est-à-dire ce qui nous fait rêver. Et au sein d'une tribu, qu'est-ce qu'on fait? On se raconte un récit, on se raconte une histoire pour partager quoi? Ce qui manque cruellement au monde, sentiment de réel amour. Et à travers les histoires qu'on se raconte, on se témoigne de l'amour. Je crois que c'est ce dont on a le plus besoin. Mm. Est-ce qu'on peut parler peut-être de ce logo électrocardiogramme? Vous parlez même d'un refuge pour des auteurs qui rapiècent le monde avec des pansements de papier. La formule est très belle. C'est très compliqué à dire. Cet électrocardiogramme, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que c'est le pouls de la société, le pouls de la littérature, le pouls des auteurs? On sait que vous défendez souvent des voix très incarnées, des voix cabossées, des voix parfois même indociles. On pense à Claudius Plan. Est-ce que vous cherchez aussi une puissance de style, une nécessité intérieure? Qu'est-ce que vous cherchez finalement à faire dire aux auteurs, ou en tout cas, pardon, la formule est mal dite, pas faire dire aux auteurs, mais faire dire au monde. C'est le battement de cœur qui naît grâce à l'émotion contenue dans ces textes. C'est avant tout le battement de cœur du lecteur, de chacun des lecteurs. Et puis chaque livre et le logo même, le mot l'attribut est écrit dans ce mouvement du cœur lui-même. Ce sont les battements du cœur. Et bien, cela signifie qu'à travers chaque livre, on provoque un premier battement de cœur qui va retrouver celui des lecteurs, évidemment. Et puis, on le sait, une ligne d'électrocardiogramme, c'est des battements de cœur en chaîne. C'est aussi une manière de rejoindre la chaîne du livre et la chaîne des cœurs battants autour des livres, depuis l'auteur jusqu'au lecteur, en passant par l'éditeur, le libraire, etc. Mm. Et puis, ce que j'aimerais savoir, c'est, on sait qu'aujourd'hui, tout va très vite dans un monde éditorial très pressé, qui publie beaucoup. Comment vous protégez ce temps lent dont un livre a besoin pour devenir aussi pleinement lui-même? Est-ce que, on sait que la première année, vous avez publié un petit peu moins, c'est normal, je pense que c'était aussi le lancement, mais l'année d'après 2026, il y a de plus en plus de publications. Jusqu'où vous allez aller? Est-ce que vous vous êtes fixé une limite d'ouvrages par an pour aussi garder cette lenteur des livres pour qu'ils continuent d'exister plutôt qu'ils s'oublient 2 semaines après l'entrée en librairie? Alors, vous savez, on parle là d'un effort collectif au sein duquel je viens prendre ma petite place. Nous, à la tribu, j'ai annoncé, et c'est ce que je réalise, qu'il n'y aurait jamais plus d'une quinzaine de livres par an, ce qui est extrêmement peu. Moi, dans les lieux que j'ai quittés, on me demandait de produire, en tant que directrice éditoriale, une quarantaine de titres par an. Là, autant vous dire que pour vivre avec ce qu'on produit, il faut avoir un actionnariat solide. Il faut y croire. Il faut avoir des auteurs investis. Il faut se faire une place dans cette chaîne du livre. Il faut l'investir pleinement. Il faut travailler comme des fous. 13 titres, ça suffit pas à tenir une économie de maison. Tout le monde le sait. Si on vous dit le contraire, c'est vrai, on vous ment. Et 13 titres à parts égales cette deuxième année, à parts égales exactement entre la fiction et la non-fiction. Et je tenterai évidemment de jamais dépasser une quinzaine de titres. Peut-être qu'il y aura des années où il y en aura un petit peu plus ou un petit peu moins. J'avais prévu 16 titres au programme cette année. Il y en a 3 qui ont chassé en 2027. Vous voyez, on tombe à 13. Peut-être qu'il y aura des années où il y en aura 18, peut-être des années où il y en aura 12. Mais en tout cas, c'est sur ces volumes-là que moi, je sais travailler pour continuer d'être une dirigeante de maison présente pour tous les textes. Voilà, je ne délègue pas la direction éditoriale d'aucune manière. Et, euh, et mon premier métier, c'est le travail sur le texte.
Très Donc, en bien. gros, c'est ce qu'un éditeur peut accomplir de travail sur un texte euh, qualitativement, de portage de texte, de lancement, etc. en une année. Je pense qu'au-delà, on perd la vie là. On est d'accord. Alors évidemment, j'aimerais que vous nous parliez maintenant d'Éloi, de votre rencontre peut-être, et de l'arrivée de son texte, et ensuite aussi du travail que vous avez fait ensemble sur l'édition. Très bien. Alors, la première rencontre avec Éloi, on parle aussi d'une valeur qui nous est chère, qui est celle de la fidélité. Euh, la première rencontre a eu lieu en 2020, car j'ai la chance d'être l'éditrice d'Éloi depuis son premier roman. Il y a eu un texte précédemment euh, qui faisait part de la vie d'un homme à Paris. Éloi pourra vous en parler. J'ai eu la chance de publier le premier roman aux éditions Phébus que je dirigeais alors, en rentrée littéraire 2021, avec un livre qui avait très bien marché, et qui était magnifique, qui était un roman dystopique qui s'appelait Ouvre ton aile au vent. Et puis j'ai eu la chance d'accompagner un magistral deuxième roman euh, avec Éloi en 2023, toujours chez Phébus. J'ai eu la joie aussi à l'époque, en tant que dirigeante des éditions Libretto, de pouvoir le faire passer en poche au sein du groupe Libella. Donc voilà. Et évidemment, quand j'ai créé ma maison, ça ne pouvait pas être sans Éloi, qui à l'époque faisait une très très jolie carrière dans le milieu du journalisme historique en tant qu'auteur de très très belles émissions d'histoire à la radio. Et ce talent supplémentaire est venu s'ajouter comme une corde supplémentaire à son instrument d'auteur. Et c'est autour de cette première discussion, autour de l'histoire dont il était devenu narrateur en tout cas auteur pour la radio, qui nous a occupés. On a partagé des passions, on a partagé l'urgence aussi de traiter encore une fois, puisque c'est le troisième livre qui traitera de la violence au cœur de l'humanité. Et c'est à la fois une forme de dystopie aussi qu'Éloi accomplit une nouvelle fois. Il y a un bouleversement du temps dans ce livre-là. Il y a une prise en main du temps que Éloi s'approprie pour la troisième fois en venant faire de la préhistoire notre actualité, puisqu'il s'agit là dans ce livre de traiter de la nature première de la violence et des origines de la violence qui là sont placées dans ce récit préhistorique au cœur de notre espèce, celle de Sapiens. Donc s'il s'agit de nous mettre en face de qui nous sommes et de la réalité des guerres actuelles qui naissent dans notre monde et qui, selon l'histoire du dernier clan, prennent naissance à la préhistoire. Et donc, je pensais évidemment que ce récit-là traite avant tout de la violence sexuelle. Rien à ajouter, Éloi? Oui, bah, j'allais dire qu'un des sous-titres de la tribu, c'est éditeur de rêves et de tumulte. Et je trouve que ça correspond bien à tout ce que tu dis. Et puis ça correspond bien aussi à l'univers de mon livre. Alors, tu me pardonneras, je vais faire une longue introduction, mais c'est parce que le texte m'a beaucoup inspiré. Donc, on va On peut- parler du dernier clan, à présent, d'Éloi Audouin-Rousseau. Alors, on traverse ces pages comme un vent venu des âges anciens. Un souffle primitif nous emporte dès le seuil des falaises d'ocre jusqu'à l'infini de l'horizon. L'air salé nous fouette le visage, chaque mot est un germe d'écume. Nous sommes au bord de tout. L'horizon vacille et celui qui le scrute tient un monde sur ses épaules. Entre la cavité d'une grotte et l'infini du ciel, la main d'un homme hésite sur la roche. La langueur poétique du vent murmure, ce sont les réminiscences d'un monde qui s'éteint. Le temps du récit balaye 40 000 ans avant notre ère, un chiffre qui nous écrase pour mieux nous libérer. Il abat les murs du présent, bouscule nos certitudes et nous plonge au cœur d'un temps démesuré. Ce n'est pas un retour en arrière servile, mais une plongée en soi vers l'essentiel. Le roman ne se contente pas de recréer un décor ancien, il fait vivre un peuple entier au bord de l'oubli. Au sommet des falaises d'ocre où veille le clan des mers, Yaretsi scrute l'horizon comme un veilleur infatigable. Il interroge le ciel, la mer, chaque nuage, chaque vol d'oiseau porte un message pour lui. Il veille pour que les siens puissent vivre, aimer et s'éteindre en paix. Les falaises sont ses confidents, des géants pétrifiés, dressés face aux vagues, partageant leur souffle sacré. Et aux premières lueurs de l'aube, il cherche l'ombre d'Ayasha, promesse de renouveau. Chaque silence de la nature est un écho à son attente et chaque vibration du vent lui dicte le destin du clan. L'écriture même de ce roman est lente, sensuelle, presque incantatoire.
Chaque mot est une pierre, une écorce, le goût d'une baie sauvage cueillie sous l'aurore. Il y a une douceur étrange dans l'attente des rites anciens, déchirés par la sourde peur de l'inconnu. Alors dans ce monde archaïque, la menace ne rugit pas, elle s'insinue, lente, sourde, comme un prédateur tapi dans l'ombre. La tension est là, invisible, mais brûlante, remontant du cœur de la terre comme une sève vivante. Néandertal prend chair, Yaretsi s'incarne, vulnérable, à l'écoute, plein d'humanité, car page après page, il surgit comme l'un des héros les plus délicats et chargés de tendresse. Contre lui, Sapiens reste un murmure lointain, une masse indistincte d'ombres sans visage. C'est la vie du clan qui est comptée plus que la guerre, la douceur de l'amour plus que la hache guerrière. Ce roman parle de la pérennité du lien, du miracle des naissances et la force des premiers cris d'amour. Éloi Audouin-Rousseau n'a pas peur de descendre aux origines pour mieux interroger notre époque. Il choisit peut-être le camp des perdants par fidélité obstinée, non par nostalgie. Un roman qui nous apprend à veiller à notre tour, à plonger nos yeux dans l'avenir avant que nos pas n'y laissent des empreintes irrémédiables. Ce roman brûlant de douceur nous renvoie à notre miroir. Qui, de Néandertal ou de Sapiens, est vraiment le sauvage? Car chaque signe gravé dans la pierre, chaque dessin sur la roche devient un avertissement que nous risquons de ne pas comprendre à temps. Plus qu'un simple récit préhistorique, c'est un chant sans âge qui nous questionne. Le dernier clan va vous déranger, va vous inviter à regarder ce que nous avons laissé derrière nous, et quand le vent du matin caresse encore les lettres de ce roman, on sait que nous sommes plus vivants que jamais. Alors mon cher Éloi, je suis vraiment ravi de te retrouver pour ce texte-là à la tribu. Pendant des années, tu as écrit sur des mondes en fuite, des jeunesses qui résistent, et puis tu sautes 40 000 ans en arrière. Quel est ce vertige? Quel est ce moment précis où tu as su que tu irais ici, à cette époque, avec cet homme? Merci beaucoup, Anthony. Je dois dire que je suis assez ému par tes mots et puis aussi très heureux et ému de parler de ce livre aujourd'hui puisque j'y suis particulièrement attaché et que j'ai connu aussi ce moment qu'on recherche tous en tant qu'auteur, qui est ce moment de grâce où on tire sur un fil et la pelote se dénoue toute seule et il n'y a quasiment pas de nœud et le texte s'impose de lui-même. Et Yaretsi et les siens du clan des mers se sont imposés à moi au cours d'un été. Tout commence avec une rencontre décisive. Il y a eu plusieurs rencontres avec les Néandertaliens par le passé dans mon parcours d'auteur ou de jeune chercheur en anthropologie, en ethnologie, il y a une dizaine d'années de cela. Mais la rencontre décisive, elle a lieu dans les pages d'un journal au printemps dernier, lorsque je découvre cette empreinte digitale ocre-rouge, vieille de 43 000 ans, et qui voilà, est l'une des dernières empreintes de l'homme de Néandertal avant sa disparition de cette terre. Et à partir de ce moment-là, euh, je suis happé par un monde et je n'ai pas plus, j'ai une sorte de pacte en fait entre Yaretsi et moi-même qui s'est forgé à ce moment-là. Je suis remonté 40 000 ans en arrière, alors il y a une forme de vertige en effet, mais assez enivrant pour un auteur, surtout un auteur qui aime les récits, l'écriture de l'imaginaire, de revenir à un endroit finalement où on a toutes les possibilités. Néanmoins, je voulais, tout en laissant courir mon imaginaire, m'armer de certains savoirs et de mes savoirs en ethnologie, en anthropologie, de mes lectures. Je voulais que tout soit probable, plausible, réaliste. Et donc, je me suis projeté par l'imaginaire 40 000 ans avant notre ère. Et je cherchais une silhouette désespérément dans cette immensité, dans cette terre du premier matin du monde qui ne ressemblait pas du tout à notre monde actuel. Et là, j'ai vu une silhouette. J'ai aperçu un homme qui dansait seul. Et qui dansait seul avec beaucoup de sérieux, beaucoup de... Voilà, il s'agissait pour lui d'une danse très importante et une forme d'entraînement. Il s'entraînait à quelque chose. Et c'était ma rencontre avec mon personnage. Et à partir de là, nous ne sommes plus quittés, Yaretsi et moi, au cours d'un été qui a été pour moi un été de pur émerveillement. Je tenais à le dire parce que c'était vraiment un émerveillement que d'écrire ce livre. Et toute écriture, évidemment, est synonyme d'un effort. Donc, c'était évidemment un effort que d'écrire ce livre, mais il n'y avait à aucun moment une douleur. Ça a été un plaisir et un émerveillement pur que d'écrire ce livre. Voilà.
Alors justement, tu as étudié, j'allais en parler, l'anthropologie, l'ethnologie, tu as travaillé notamment pour la FAO au Mali. Est-ce que ce livre, c'est aussi une façon de, d'entre guillemets, régler des comptes avec la question qui hante ces disciplines? Peut-on vraiment connaître l'autre ou est-on toujours condamné à le projeter? C'est très intéressant. Alors déjà, tu parles de l'Afrique, évidemment, tout mon univers, et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, a irrigué ce roman, et aussi notamment mes voyages en Afrique, et cette mystique, cette profondeur spirituelle que j'ai ressentie là-bas, au Mali, et puis avant aussi lorsque j'ai travaillé auprès des gorilles du Virunga, au Rwanda, et donc là, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux cultures animistes, au rapport entre l'homme et l'animal. Et justement, cette danse dont je parle, la danse à laquelle se prépare Yaretsi, c'est une danse qui m'a été inspirée d'un rite des peuples nomades Peuls du Mali, qui, lors pour ce qu'ils appellent la fête des pluies, qui n'arrive pas tous les ans, qui peut parfois arriver tous les 2 3 ans, se retrouvent à un endroit. Et ensemble, ces peuples nomades se rassemblent pour célébrer des rites, et notamment des rites matrimoniaux, puisque des hommes vont se parer pour interpréter des danses devant des femmes qui vont choisir leurs prétendants. Et donc voilà, j'ai été frappé par la vue de ces peuples. Et finalement, Yaretsi, mon personnage, se prépare cette année à retrouver d'autres clans. euh, à un endroit qui s'appelle la grotte aux ancêtres, où des rites à la fois funéraires, matrimoniaux et d'initiation sont pratiqués depuis des millénaires. Et donc voilà, il y a un livre en forme d'attente en effet, puisque comme tu l'as dit au début dans ton introduction, il s'attend à retrouver celle à qui il est promise depuis toujours, Ayasha. Et l'attente va se transformer petit à petit en autre chose, en une menace latente. Mais en effet, c'est un livre qui pose une question essentielle, et tu as dit le mot-clé, c'est l'altérité. Puisque c'est en cela que ce livre est dérangeant, comme tu l'as dit toi-même, perturbant d'une certaine manière, puisque l'histoire, cette fois, on se retrouve du côté des perdants, en effet, on se retrouve de l'autre côté du miroir, on se retrouve avec dans la tête, dans la peau d'un Néandertalien, et donc on se retrouve certes avec cette partie de nous-mêmes, mais qui est quand même une forme de reflet déformé de nous-mêmes, c'est un autre, et c'est un mot-clé, l'altérité, puisque je pense que c'est cela finalement qui a été notre tragédie, notre drame en tant qu'espèce humaine, c'est ce refus d'altérité, ce mépris d'altérité, et j'irais presque jusqu'à dire cette destruction de l'altérité, puisque voilà, les scientifiques se déchirent évidemment sur la question. Pour ma part, mon parti pris romanesque, voilà, est clair, mais je sens trop en dire. Vous l'aurez compris, nous pourrions aujourd'hui vivre dans un monde où mon éditrice à mes côtés pourrait être une néandertalienne. Toi-même, Anthony, tu pourrais être un homme de Pékin. Je parle de ces colosses de 1 m 80 à 2 mètres qui vivaient en Asie du Nord. Et je pourrais, moi, être un homme de Flores. C'était un homme qui ne dépassait pas 1 m 30 et qui vivait en Indonésie. Il y a une forme de drame tout de même dans cette perte d'une humanité à plusieurs visages. Et c'est un drame que je questionne, d'autant plus que je me demande pourquoi cette humanité à plusieurs visages a disparu et jusqu'à quel point nous autres sapiens en sommes partiellement responsables. Tu as été très gentil avec moi sur la taille, mais c'est plutôt l'inverse. On sait que Néandertal a disparu il y a donc environ 40 000 ans, mais on ignore encore pourquoi finalement. Extermination, assimilation, compétition, finalement, on ne sait pas. Est-ce que c'est cette lacune-là dans l'histoire, ce blanc documentaire qui t'a attiré aussi, écrire dans le vide comme une forme de liberté? Et là, pour le coup, ça colle aussi avec la tribu peut-être. Mais est-ce que c'est ça qui t'intéresse? J'aime beaucoup toujours quand les écrivains creusent ces blancs, creusent ces creux pour pouvoir écrire une version romanesque et non pas être historien. En effet, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est une forme d'intuition. Il y a cette phrase de Mauriac qui me revient souvent, celle que toute civilisation repose sur une horreur cachée. Et j'avais cette intuition, finalement, que nous avons hérité d'un secret de famille peut-être assez dégueulasse, que nous avons hérité de ce secret de famille depuis des générations, depuis nos plus lointains ancêtres. Je me pose des questions puisque j'ai le droit en tant que romancier de me poser ces questions-là, ce que ne peut pas nécessairement faire un scientifique ou un paléoanthropologue.
j'ai rencontré par hasard récemment dans une librairie parisienne où je faisais une rencontre, la paléoanthropologue spécialiste de Néandertal, qui a été l'une de mes grandes sources d'inspiration, et je me suis basé d'ailleurs sur son travail pour écrire en partie mon livre. Et déjà, j'étais très heureux de voir que cette spécialiste de Néandertal a adoubé mon livre et voilà, qu'elle comprenait que, évidemment, je me posais avant tout des questions sur notre espèce humaine, sur notre présent, comme le disait Julia tout à l'heure. Et en effet, je crois que le romancier, l'écrivain peut cela et qu'il ne faut pas négliger toute cette part de connaissance, finalement, que peut apporter la fiction. Je crois que c'est Kundera qui disait cela. Et en effet, donc voilà, j'ai pu explorer par l'imaginaire cette intuition qui était mienne, mais finalement, cette intuition, elle est aussi nourrie par l'histoire. Elle est nourrie non pas seulement par des drames les plus proches de nous du XXe siècle, les grandes tragédies du XXe siècle, mais je pense à l'histoire tragique du XVe et du XVIe siècle, ce qu'on appelle l'histoire moderne, et l'arrivée de l'homme blanc en Amérique et de là l'effondrement de dizaines puis de centaines de peuples, d'abord les Aztèques, puis au cours du 19e siècle les Indiens d'Amérique, jusqu'au Selknam de la Terre de Feu, à l'extrême sud de la péninsule sud-américaine au début du XXe siècle. En fait, ce sont toujours des récits de violence, des récits de destruction, des récits d'anéantissement de l'autre. Et d'ailleurs, je pourrais aller plus loin dans la nuance, sachant que, en effet, l'homme occidental, soi-disant civilisé, a montré toute sa capacité et toute son imagination pour la destruction et pour la barbarie. Néanmoins, il faut aussi dépasser le mythe du bon sauvage et peut-être proposer un questionnement sur notre espèce à part entière, puisque les peuples aztèques ne nous avaient pas attendus pour s'entretuer les uns les autres. Les Indiens des Grandes Plaines ne nous avaient pas attendus pour se mener des guerres fratricides, tout comme les Indiens Yanomami du Brésil, tout comme les Maoris en Nouvelle-Zélande qui ont détruit leur environnement, ou les Pasquans de Rapa Nui sur lesquels j'ai longtemps étudié qui eux, ont détruit finalement le paradis terrestre dont ils avaient hérité en accostant sur l'île de Pâques. Il y a aussi dans notre espèce humaine, chez Homo sapiens, une forme de, voilà, quelque chose qui peut-être dès l'origine, c'est la question que je me pose, pour le dire poliment, a capoté. Et j'essaie de savoir à quel moment cette histoire a capoté. Et évidemment, voilà, il y a des sociétés qui sont des sociétés qu'on pourrait dire en paix, des sociétés qui sont pacifistes chez nous autres sapiens, par exemple chez les Polynésiens, dans les Marquises. Mais il y a aussi d'autres peuples polynésiens qui ont été capables du pire. Et peut-être pour terminer, voilà, je voudrais dire cela. Souvent, on a cette vision, voilà, donc, de ce mythe du bon sauvage dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, il y a toujours une forme, c'est très triste, de mépris d'une tribu à l'autre. Et souvent, chez les peuples premiers, les sociétés à tradition orale, pas toutes évidemment, mais souvent, le nom de la tribu veut dire nous les hommes, sous-entendu, vous autres, vous êtes inférieurs à ce que nous sommes. Et donc, c'est ce questionnement sur cette espèce humaine, Homo sapiens, qui a finalement vaincu, d'une certaine manière, qui a colonisé toute la planète, qui est dans un fol élan de conquête, d'imagination et de folie parfois, est allé au bout d'une forme d'entreprise, d'aventure qui est à la fois admirable par bien des aspects et funeste et lugubre par d'autres aspects. Très bien. Alors, avant de parler de Yaretsi, le roman, il s'ouvre sur un guetteur. Ce guetteur, c'est Yaretsi, mais on en parlera après, mais quelqu'un qui regarde avant d'agir. C'est presque une déclaration de méthode littéraire, en fait. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Yaretsi, finalement, c'est aussi toi en train d'écrire? Est-ce que c'est toi le guetteur? Est-ce que c'est une métaphore de l'écrivain qui observe, regarde et qui ensuite agit? C'est toujours très agréable de faire des rencontres avec toi, Anthony, parce que tu as toujours à viser très juste à des endroits où tout le monde ne vise pas initialement. Oui, alors j'essaye toujours, moi, en tant que romancier, de prendre une grande distance avec mes personnages, plus encore lorsque mon narrateur parle à la première personne. Mais
Évidemment, évidemment, voilà, Yaretsi et moi, nous étions liés, et donc par bien des aspects, nous nous sommes beaucoup apportés l'un à l'autre. Et c'est amusant que tu parles de cela, puisque j'allais tout à l'heure lire un passage choisi, où Yaretsi fabrique une parure. Et la parure a son importance dans le livre. Et finalement, cette parure, pour moi, était un peu la métaphore d'un livre en cours d'écriture. Et de toute la difficulté, de tout l'effort dont je parlais tout à l'heure que cela représente. Oui, par certains aspects, Yaretsi, le guetteur, est un écrivain. Je ne pensais pas le dire, mais voilà, je le dis. Et puis voilà, il y a cette idée aussi, voilà, qu'on retrouve chez certains écrivains nocturnes. On retrouve ça chez Kafka, on retrouve ça chez Duras, chez beaucoup d'affection pour les écrivains de la nuit. Et donc évidemment, ces hommes qui restent éveillés, ces hommes ou ces femmes qui restent éveillés et qui du coup préfèrent écrire plutôt que de dormir et qui veillent en quelque sorte, qui sont des vigies d'un monde qui dort. C'est une image qui me plaît beaucoup. Et donc, c'est évidemment l'une des nombreuses sources qui a irrigué l'écriture de ce roman. Bon, alors justement, le ping-pong est très facile avec toi aussi parce que tu m'orientes sur la prochaine question. C'est celle du veilleur parce que Yaretsi, il veille sur les siens du haut des falaises. Et la falaise, c'est un motif qui revient souvent dans ton œuvre. Dans Au-delà des linceuls, déjà les falaises étaient dressées contre la mer, un refuge isolé de la fureur du monde. Qu'est-ce que la falaise représente pour toi? On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose derrière ces falaises. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, comment dire, d'inopiné, mais en tout cas, moi, je l'ai remarqué. Je trouve qu'il y a véritablement un obstacle dans ton œuvre. Est-ce que c'est aussi la métaphore de l'écrivain qui a l'obstacle d'écrire aussi parfois avec cette question de la page blanche? Est-ce que c'est des obstacles plus personnels, mais est-ce que ça a un impact finalement, cette falaise-là, dans ton œuvre et peut-être dans ton milieu personnel? C'est intéressant. Écoute, ce que tu me dis déjà, ça me fait penser à un entretien que j'ai écouté récemment avec Julien Gracq. Et c'est étonnant puisque voilà, il s'agit d'une grande source d'inspiration pour moi. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est une grande source d'inspiration dans mes romans, notamment dans cette attente, dans cette poésie de la nature, et puis de cette attente, de cette étrange, de cette irruption tout d'un coup de l'action et de la nouveauté dans un monde ordonné et poétique. Et Gracq, dans cet entretien, parle de son obsession pour les hauteurs qu'on retrouve dans ce livre, dans Un balcon en forêt, dans Le rivage des cirques. Il y a toujours cette envie de prendre de la hauteur. Et apparemment, Gracq raconte aussi dans ses récits, voilà, dans ses essais, dès qu'il va quelque part en France, il cherche tout le temps un promontoire où regarder au loin. On retrouve ça chez des auteurs qui lui sont frères, comme Dino Buzzati et Junger dans Les Falaises de marbre, et deux livres qui me sont chers aussi, qui sont Le désert des Tartares et Les Falaises de marbre. Alors, Le désert des Tartares, il s'agit davantage d'un château, mais bon, on peut parler d'une forme de falaise humaine. En effet, je crois du coup qu'il s'agit peut-être d'une forme de thématique littéraire qui revient peut-être chez de nombreux écrivains. Je pense à ce tableau romantique allemand où on voit cet homme qui contemple la mer plutôt que voilà, de prendre la mer, qui préfère la regarder. Je crois que je suis de ces gens-là. Je ne suis pas peut-être aventurier jusqu'au point de prendre la mer, mais j'aime rêver à l'idée que je puisse la prendre un jour. Et de manière plus prosaïque aussi, j'écris souvent en, dans l'ouest de la France, donc entre Granville et un petit village qui s'appelle Carole, et qui sont, voilà, où il y a un sentier avec des falaises très abruptes. Et c'est souvent, après des longues journées d'écriture, je vais marcher là-bas de nuit. Et c'est un endroit où, voilà, qui m'inspire beaucoup. Et je pense que je suis aussi à ce moment-là un peu en connexion cet été, notamment avec mes frères néandertaliens et mes sœurs néandertaliennes. Même si voilà, un ours des cavernes n'allait pas me sauter dessus sur le chemin des douaniers, j'étais tout de même. J'ai des moments voilà, où je puise mon inspiration
dans ces paysages-là, qui sont des paysages maritimes, écorchés. Et voilà, c'est pas pour rien que Yaretsi est le veilleur du clan des mers. Et il y a aussi un univers maritime, en plus de la falaise. Je sais pas si j'ai répondu entièrement à ta question. Il faut dire que ta question était dense et profonde. Et donc, il faut que je réfléchisse davantage sur l'apparition des falaises dans mon œuvre. Tu pourras y réfléchir. Est-ce que tu t'es posé la question du langage? Évidemment, le langage, c'est quand même les dialogues, notamment entre eux. C'est quand même aussi une question fondamentale. Comment tu as résolu cette énigme-là? Finalement, est-ce que tu te l'es posé? Peut-être que tu ne te l'es pas posé et pour le coup, tu les as fait dialoguer comme n'importe quel être humain. Comment tu as géré cette question-là? Tu aurais très bien pu les faire parler en langage néandertalien. Alors, je ne suis pas spécialiste en la matière, je ne sais pas comment ils communiquaient entre eux, mais tu vas sûrement nous le dire. Mais c'est une question importante puisque on va pas parler d'anachronisme, mais c'est une question quand même qui revient quand on lit le texte et on se dit clairement comment ils communiquaient entre eux, comment ils interagissaient avec leurs gestes, avec leur corps. Cette question du langage, comment tu te l'es posée en tant qu'écrivain? Eh ben, écoute, c'est une très bonne question et c'était une question importante parce que comme tu le dis, euh, un style classique, trop classique, on frôlait et on risquait l'anachronisme. Donc j'ai vraiment veillé voilà, des expressions, par exemple, qui sont des expressions qui ne peuvent exister que dans un monde moderne et à ne surtout pas les employer. Toutefois, je ne voulais surtout pas tomber dans ce piège qui est celui de tomber dans un langage archaïque, rocailleux, primitif, puisque c'est le piège, selon moi, dans lequel beaucoup d'écrivains du sous-genre qui est le roman préhistorique sont tombés. Et voilà, il y a souvent cette image d'un homme des cavernes qui est brutal, incapable de prononcer la moindre parole. Et d'ailleurs, souvent, l'homme de Néandertal a souffert de cette espèce de condescendance de notre part pendant longtemps, avant un retour en grâce progressif et récent. L'homme de Néandertal a été vu comme une espèce d'homme singe fléchi, sanguinaire, incapable de prononcer la moindre parole. Je voulais évidemment montrer que l'homme de Néandertal est aussi un être qui pouvait être un être raffiné. Et en Et fait, poète, et poète, et poète. avec un vrai regard sur la nature. Exactement. Et il y a toute une réflexion aussi autour de l'art. Et donc, justement, longtemps, on a cru que Néandertal n'était pas capable d'enterrer ses morts. Il s'avère que si. On a cru que Néandertal ne pouvait pas peindre. Il s'avère que si. Aujourd'hui encore, les paléoanthropologues se déchirent sur la question de est-ce que Néandertal pouvait fabriquer des parures. Certains pensent encore que non, puisqu'on a toujours besoin, même malgré ce retour en grâce dont je te parle, on a toujours besoin de maintenir une certaine distance, une certaine supériorité de façon très inconsciente avec cet autre. Et donc voilà, je voulais évidemment donc que la langue des Néandertaliens, c'est une langue sophistiquée. Et finalement, pourquoi pas, puisque les Inuits ont plus de 30 mots pour dire neige. À partir de là, le jour où je me suis rappelé de cette chose-là, ça m'a tout débloqué. Les Inuits ont 30 mots pour dire neige, pour dire neige selon la forme qu'elle a empruntée. Les Selknam de la Terre de Feu ont plus de 30 mots pour dire ciel ou pour dire mer. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de condescendance à croire que ces peuples premiers n'ont pas de vocabulaire et donc manqueraient de raffinement? Et donc il y a eu ce premier déclic. Et le second déclic, c'est aussi le livre, un livre que j'aime beaucoup, Les Mémoires d'Adrien de Yourcenar, où notamment dans ses carnets, à la fin du roman, Marguerite Yourcenar parle de sa difficulté autour de la langue et notamment autour des dialogues. Puisque voilà, et dans le mémoire d'Adrien, il y a très peu de dialogues parce que on peut savoir beaucoup de choses, on peut supputer beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est comment se parlaient les Romains. Et on ne pourra jamais vraiment le savoir. Et on ne pourra jamais vraiment savoir comment se parlaient les Néandertaliens. À partir de là, il fallait faire très attention au dialogue. Et en revanche, à partir du moment où j'étais dans l'intériorité, dans la tête de Yaretsi, de mon narrateur, je n'avais plus ce problème, puisque du coup, j'étais dans la tête d'un homme comme vous et moi. Et du coup, la langue pouvait se libérer. Et donc voilà, j'ai essayé de créer tout ce dosage. Et une dernière chose qui m'a amusé, j'ai essayé évidemment de ne pas en abuser pour ne surtout pas fatiguer le lecteur. J'ai essayé voilà, de doser tout cela, mais j'ai voulu parfois créer
non pas une langue, mais créer une forme de décalage avec la langue. J'ai pensé à certains de nos amis qui sont francophones, mais qui ne parlent pas un français parfait, et qui parfois vont inventer une formule extrêmement poétique et ou beaucoup plus juste que la formule que nous utilisons dans notre propre langue. Et donc, en jouant un peu avec ce décalage-là, je me suis amusé aussi parfois à proposer quelque chose de nouveau. Et c'est clairement nouveau parce que le livre, il est en fait, il est très vertigineux au-delà de la période historique, mais il est aussi vertigineux dans le langage, dans le regard de l'autre. Et j'aimerais que tu nous parles peut-être des noms. Yaretsi, Ayasha, ces sonorités qui évoquent apparemment des langues amérindiennes, bien plus qu'on imaginerait en tout cas d'une préhistoire européenne. Est-ce que c'est une provocation délibérée? Est-ce que c'est un geste politique aussi de faire ressurgir ces sonorités-là amérindiennes? Est-ce que Euh, c'est entre guillemets un retour à l'équilibre? Voilà. Écoute, c'est vrai que j'évoque toujours ça, ce qu'on appelle le génocide des peuples amérindiens avec un grand vague à l'âme, puisque c'est vraiment quelque chose de sordide. Et évidemment, on sait tout ce qui s'est passé, mais je crois que nous avons du mal quand même, toujours encore aujourd'hui, à regarder en face cette histoire. Et c'est ce fameux secret de famille funeste dont nous avons peut-être hérité, dont je parle aussi finalement. Est-ce que finalement la disparition des Néandertaliens n'est pas proche de la disparition de ces peuples amérindiens? Et il y en a eu d'autres. Mais il est vrai que les peuples amérindiens en particulier concentrent tout ce qu'il y a de plus tragique dans l'histoire relativement récente. On pourrait évoquer donc les Indiens des Grandes Plaines, on pourrait évoquer les Indiens du nord de l'Amérique. Je me suis récemment penché sur le sort des Selknam de la Terre de Feu, dont je te parlais tout à l'heure. Et ces hommes et ces femmes étaient les héritiers du Paléolithique. Donc ils étaient les héritiers de ces premiers hommes et de ces premières femmes qui, dans leur esprit de conquête absolument folle, et parfois tout à fait admirable tout de même, ont colonisé toute l'Amérique en passant par l'étroit de Bering. Et les Selknam étaient les derniers représentants de ces peuples du Paléolithique. Ce sont ces hommes que Magellan a vus en passant au sud du détroit pour la première fois. Ils voyaient leur feu, et c'est pour ça que ça s'appelle la Terre de Feu, parce qu'ils voyaient les feux de ces hommes, qui étaient des hommes qui étaient là depuis des millénaires et des millénaires. Et ces hommes ont été euh, anéantis en l'espace de 30 ans par l'homme blanc, des Anglais, des Chiliens, des Argentins, qui, pour un livre sterling, pour le corps d'un Indien tué, recevait une livre sterling. Et donc voilà, c'est cette histoire de ces peuples Selknam qui ont été pourchassés dans les forêts magellaniques, le cauchemar qu'ont dû vivre ces peuples, me touche beaucoup. J'ai hérité, cette douleur me vient, je crois, de mon grand-père, celui que je n'ai pas connu, qui était un auteur surréaliste, proche d'André Breton, et qui, du coup, s'intéressait beaucoup, avant l'heure, au peuple premier, aux arts premiers, aux sociétés à tradition orale. Et donc, j'ai grandi aussi dans cet univers. J'ai grandi entouré d'objets étranges, de curiosités aussi que mon grand-père nous a léguées, puisque je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu ses livres, son étrange cabinet de curiosités, et surtout ses masques des Marquises ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou d'Afrique, ou ces masques amérindiens qui me questionnaient beaucoup, qui m'effrayaient beaucoup enfant. Et voilà, j'ai en effet une forme peut-être de revanche à prendre. Il y a aussi dans les noms des personnages des noms africains. Il y a un nom aussi qui est un nom rwandais, un nom en tout cas qui a des origines Kinyarwanda. Donc voilà, il n'y a pas que l'histoire moderne, entre guillemets, du 15e, du 16e siècle et du 19e siècle, mais il y a aussi les grandes tragédies du 20e siècle que j'explore dans ce livre, où l'histoire finalement est une source première pour ma réflexion. Alors, au-delà du fait qu'Yaretsi n'est pas un chef, n'est pas un chaman, n'est pas un guerrier, alors que ça aurait pu être la facilité, toi tu choisis le guetteur, tu as choisi plutôt l'observateur plutôt que l'acteur. Donc cette marginalité du regard aussi plutôt que le centre du pouvoir, mais ce qui est important aussi, c'est que c'est une grande histoire d'amour, puisque Yaretsi ne pense qu'à revoir Ayasha,
Et c'est là où j'aimerais t'interroger, c'est que dans un roman sur la fin d'un monde, tu places l'amour finalement au centre de tout. Est-ce que pour toi c'est aussi ça, est-ce que c'est la seule forme finalement de résistance politique, poétique? On a l'impression que c'est une superbe histoire d'amour en fait, c'est la première histoire d'amour, on va dire, hein, peut-être. Voilà, c'est la plus dénudée en tout cas. Mais j'aimerais que tu nous parles de ça, du fait de placer ces sentiments amoureux, ce côté extrêmement touchant, sensible, charnel, au cœur du roman, dans un roman préhistorique. Je trouve que c'est quand même à la fois osé et à la fois extrêmement bien fait, parce que pour le coup, on y croit vraiment à cette histoire. Oui, j'ai voulu explorer l'amour au temps des cavernes. Voilà. Un grand auteur que j'admire énormément a écrit L'amour au temps du choléra. Je me suis dit, bon, eh bien moi je vais explorer l'amour au temps des cavernes. Euh, Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, je voulais en venir à bout de cette condescendance et de ces clichés récurrents que nous avons à l'égard des hommes des cavernes et que l'on retrouve dans les romans préhistoriques où voilà, les hommes sont des brutes épaisses sale, simiesque, finalement s'entretue, rapte les femmes, comme si finalement il n'y aurait pas de sentiments, de sentimentalité, il n'y aurait pas d'amour, il n'y aurait pas d'affection, toutes ces choses-là. Donc voilà, évidemment, je voulais que l'amour soit très présente dans le roman. C'était important pour moi. Et tu comprendras tout à l'heure pourquoi, car par rapport à ce que tu m'avais demandé tout à l'heure, une question sur un roman qui a pu m'inspirer. C'est un grand roman d'amour aussi, qui à un moment donné m'a inspiré. Très bien, très bien. Ce qui est aussi très intéressant, ça m'a fait beaucoup penser, alors de manière moindre entre guillemets, mais à la série Lost, notamment sur la découverte de l'autre. Yaretsi découvre des traces, des signes, il ne les comprend pas, et je trouve que ça, c'est un moment de sidération totale dans le texte, qui est un des plus marquants parce que il fait face à l'autre branche de l'humanité. Et j'aimerais savoir comment tu as finalement écrit cette scène d'illisibilité absolue de l'autre. On a l'impression que on ne sait pas. Il y a une méconnaissance totale de ce qui se passe à quelques pas de lui. Et je trouve que ça, c'est extrêmement bien détaillé. Et en même temps, ça dit aussi beaucoup de notre société contemporaine. Et ce petit pas à côté de nous, comment tu as réussi à écrire cette scène-là notamment? Et cet univers-là de l'absence, de l'invisibilité de l'autre. Hmm. Oui, comment, c'était la question que je vous ai posée, comment finalement ce choc anthropologique de deux humanités qui se rencontrent, Homo sapiens d'un côté et Néandertal de l'autre, comment écrire ce choc? Et je ne voulais pas faire de grands effets, et je voulais en effet écrire une menace latente, invisible. Puisque voilà, je me suis notamment posé cette question. Je me rappelle on parle d'un choc anthropologique, lorsque les conquistadors sont arrivés dans le Nouveau Monde, Cortés et ses hommes parlent de cela. Ils parlent du fait qu'en permanence, ils se sentaient observés, mais ils ne voyaient jamais rien. Mais ils ne parlent pas d'animaux, ils parlent vraiment d'êtres humains. Ils sentent des présences humaines. Et finalement, ce sont deux humanités qui sont proches l'une de l'autre et qui se toisent, qui se cherchent et qui sont évidemment très impressionnés d'un côté comme de l'autre. Et c'est cette nuance d'ailleurs que j'ai voulu apporter chez Yaretsi, puisque Yaretsi est évidemment bouleversé et perturbé par l'arrivée de cette autre sur son territoire. Mais il est aussi captivé, et notamment une scène que je vous lirai tout à l'heure, il est captivé par la dimension inouïe de grâce, de création de Sapiens, justement, puisque cette scène que je vais vous lire tout à l'heure est cette scène où on ne découvre pas l'autre directement, mais on le découvre à travers les traces qu'il a laissées sur les peintures rupestres de la caverne des Néandertaliens. Et évidemment, cet outrage est terrible, mais au-delà de cet outrage atroce qui le fait énormément souffrir, Yaretsi ne peut pas s'empêcher d'admirer les traces qui ont été laissées et de voir que cette humanité ne le surpasse pas, loin de là, mais tout de même
a une forme de, voilà, de grâce et d'imagination et de création inouïe et jamais vue par le passé. Et c'est cela aussi dont j'essaye de parler, c'est cette double dimension qu'il y a chez nous, chez Sapiens. Il y a cette folie destructrice dont je parlais tout à l'heure, évidemment, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette folie créatrice, cet élan superbe, c'est cet élan qui a poussé Sapiens à créer ce que Néandertal ne pouvait pas nécessairement faire. Et voilà, je me suis intéressé aux travaux d'un neuroscientifique qui m'a parlé notamment de quelque chose de complètement vertigineux. Néandertal avait un cerveau qui était plus gros que le nôtre, ce qui ne veut rien dire en soi, mais il avait des zones de son cerveau à l'arrière qui étaient développées, beaucoup plus développées que les nôtres, et c'est là que venait notamment se loger, en gros, sa connexion à son environnement. Et donc, ce scientifique m'a dit quelque chose de très fort. Il m'a dit Néandertal pouvait voir le passé. Ce que nous ne pouvons même pas comprendre. En revanche, ce que Néandertal ne pouvait pas faire, ce que nous pouvons faire et ce que nous avons fait, nous avons des zones de notre cerveau plus développées à l'avant, et c'est là que vient se loger notre imagination, notre projection, et donc notre élan de conquête aussi vient de là. Et cette conquête, notre génie aussi vient de là, et notre génie, nous le savons, il a une part d'ombre et une part de lumière, et le génie sapiens se loge finalement dans cette projection et dans cette imagination. Et cette imagination, elle a un côté noir. On le voit dans les romans qui nous fascinent, on le voit dans toutes les œuvres d'art qui nous fascinent. Elles ont un côté noir, ces œuvres. Et donc, dans tout génie, il y a un côté noir et un côté lumineux. Et Sapiens a cela. Et Yaretsi est fasciné par la découverte de ces œuvres avant même de découvrir l'autre. C'est vrai que c'est une scène aussi assez surréaliste, là pour le coup, de découvrir la fresque de l'autre et de voir que tout a été gommé, modifié et amélioré. C'est aussi un regard extrêmement puissant sur l'altérité culturelle aussi de l'autre. En tout cas, de quelqu'un qui arrive ensuite. Tu nous as beaucoup teasé avec les extraits, alors là, c'est le moment maintenant de nous lire un extrait. On va prendre juste avant une petite photo de groupe. Voilà. Et voilà, c'est bon. C'est à toi, Eloi, pour le premier extrait que tu vas nous lire. Alors, donc je vais pas tout de suite parler de l'extrait de la grotte donc, que je viens d'évoquer, mais je vais parler de la construction, de la fabrication de cette parure dont je vous parlais tout à l'heure, et qui était peut-être, je l'ai avoué, grâce à cause de ta question, une métaphore de l'écriture également. Grâce à ma question. Grâce à ta question. Alors, tout le long de la nuit, j'ai gardé contre moi ce que je transporte depuis des lunes, soigneusement enroulé dans le fond de mon carnier. Quelque chose d'infiniment précieux et de secret, tout comme l'est cette promesse que nous nous sommes faite. Au cours de l'année, de crique en crique, tout en guettant les passages des cachalots, des squales ou des phoques, à l'écart de ma tribu, j'ai répété l'un après l'autre, inlassablement, chacun des pas de danse qu'il me faudra exécuter bientôt devant elle. Mais la nuit venue, tout en veillant sur le sommeil des miens, j'ai travaillé à une œuvre plus grande. Et si je doute encore de parvenir à briller au soir de ma danse, je ne doute pas un instant que ce que j'ai à lui offrir fera briller ses yeux, pareil à deux cétoines émergeant d'un bouquet de fougères. Tant de lunes à coudre chaque coquillage à la lueur d'un feu de fortune, tant de feuilles de thym et de tiges de rosée de mer avalées pour ne pas succomber au sommeil, tant de mèches coupées et tressées les unes aux autres, tant d'aiguilles en eau brisée, tant de plaies sous mes ongles. Je repense à ce jour de l'hiver dernier où j'étais allé chercher les plumes, pièce maîtresse de cette parure que je porterai au soir de ma danse. L'oiseleur m'avait indiqué les rochers, au creux desquels les albatros hurleurs ont coutume de nicher. J'ai rejoint ces repères au perché, en escaladant la falaise. Sur les pierres engluées de guano, j'ai bien failli 100 fois me rompre le cou. Et alors même que je me croyais au bout de mes peines, il m'a fallu ramper sous les buissons d'épineux pour y dénicher les plumes échouées. Je me vois encore redescendre sur la plage, une longue gerbe blanche à la main, le visage tailladé, le front couvert de sueur et de sang. Si tu m'avais vu, mère, oui, si tu m'avais vu, je crois que j'aurais fait ta fierté. Il ne me restait plus qu'à mettre la main sur les perles. Je voulais celles que l'on ne trouve que sur la côte menant vers la grotte aux ancêtres, et que tu m'apprenais à repérer enfant. Pendant les jours de marche, tout au long de cet éprouvant voyage, j'ai scruté chaque parterre de coquillages, à la recherche de ces minuscules escargots de mer, bleus et rayés de noir, comme les plumes du jet, plus rares encore, et plus beaux que les coqs à fente dont se parlent les femmes de notre clan.
Au cours des dernières nuits de la lune passée, sur ces grandes plages à découvert et donc dangereuses que nous devions traverser, je me suis proposé pour veiller au bon sommeil du clan. Je remplissais ce rôle avec joie, car ce temps m'était offert pour apposer les derniers détails sur ma parure. Les miens n'y voyaient rien de suspect. Il n'est pas rare que celui qui, le jour, guette le passage de certaines bêtes qui pourraient être prises en chasse par le clan, se charge la nuit venue d'une fonction tout autre, éloignée de nos abris, les créatures mortelles qui s'animent au crépuscule. Tranquille à l'idée que les miens dorment et ne puissent observer mon travail en cours, j'ai percé une à une les précieuses perles bleues à l'aide d'une aiguille en arête de squale. Autour de moi, je n'entendais que le bruissement des vagues qui, à cet instant si calme de l'approche du jour, se muait en un chant lancinant. J'ai attendu tant de fois les premiers rayons de l'aube pour contempler ma parure. Je continue de l'admirer chaque soir en secret, moi qui ai tant de mal à croire que mes mains aient pu concevoir pareille splendeur. Une telle offrande ne saurait être repoussée. Après mon saut final, sur le rocher brisé de la grotte aux ancêtres, je descendrai de l'esplanade et m'avancerai vers elle, ma promesse tenue. Après avoir écarté ses cheveux roux, enfin, je pourrai l'attacher à son cou. Alors, elle se retournera vers moi, dans un vif éclair de jaspe. Voilà pour le premier passage. Merci, Éloi. Tu nous liras le deuxième passage tout à l'heure pour terminer la rencontre. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que Sapiens n'a pas de visage particulier dans ton roman, pas de nom. Il est une sorte de masse un peu invisible, une sorte de menace. C'était aussi un choix délibéré, j'imagine, de ne pas l'humaniser. Ou est-ce que, justement, c'est aussi un véritable reflet de nous-mêmes, invisibilisé aujourd'hui pour donner beaucoup plus de place à Néandertal? Est-ce que c'est ça? Ou je suis totalement à côté de la plaque, peut-être, hein? Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que j'ai voulu déjà montrer cette masse humaine que pouvait représenter Homo sapiens, puisque à ce moment-là, nous nous situons donc en moins 40 000 avant notre ère, et nous sommes à un moment où finalement de bascule, où j'aurais pu faire le roman de la première rencontre, mais je crois que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, vous l'avez compris, il s'agit du roman de l'une des dernières rencontres, et donc on est à un moment où Sapiens est en train d'achever sa conquête. Et donc, j'ai voulu montrer finalement comment cette profusion d'hommes et de femmes, ces clans qui sont des très grands clans, alors que les clans néandertaliens étaient plus petits, ça s'est avéré. C'est des choses que j'ai, voilà, des choses qui me viennent donc de récits, enfin d'écrits scientifiques. Et donc voilà, j'ai voulu montrer déjà cette différence entre des petits clans face à des grands clans qui ressemblent beaucoup plus à des hordes comme on les voit dans la guerre du feu de Rony, alors que pour le coup, chez Néandertal, rien de tout cela. Et puis j'ai aussi voulu montrer voilà, cet effet de foule qu'on retrouve un peu dans mon premier roman, où cette foule finalement, c'est un personnage à part entière, et avec cette idée que lorsque nous faisons foule, notre humanité a tendance à s'effriter davantage. Et donc, il y a cette dimension, en effet, qui pourrait être déshumanisante pour Sapiens. Toutefois, j'ai cherché à apporter beaucoup de nuances, et notamment au travers d'un personnage en particulier, qui est le personnage de la Vigie, qui est un personnage qui est une femme Sapiens, qui va avoir une forme de rencontre avec Yaretsi, même si on peut pas vraiment parler de rencontre, c'est une rencontre impossible, qui est un peu, selon moi, la métaphore de notre regret d'alors et de notre regret d'aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai aussi évidemment avant tout voulu poser des questions sur notre présence, sur notre espèce humaine, sur notre destin en tant qu'espèce humaine. Donc je suis avant tout un Homo sapiens qui s'adresse à des Homo sapiens. Donc ça peut paraître paradoxal, je me suis mis dans la peau de Néandertal pour cela, mais finalement c'est un sapiens qui s'adresse à d'autres sapiens tout simplement. Et il y a un lieu qui est aussi très important dans le roman, c'est la grotte aux ancêtres, un lieu de mémoire collective, de rituels, de lien entre les vivants et les morts. Est-ce que ce lieu manque aujourd'hui à nos sociétés contemporaines? Je ne sais pas si ça manque dans le sens où il y a une dimension dans la grotte aux ancêtres, ça ressemble par bien des aspects à un cimetière. Aussi, il y a une église, une cathédrale, on pourrait dire. Il y a des lieux saints encore aujourd'hui dans diverses religions. Donc, il peut y avoir une dimension en effet de sacré, c'est-à-dire que ça peut être des lieux qui sont désacralisés, mais
En tout cas, ce qui m'a davantage, ce que je voulais moi écrire, c'est cette dimension qu'on retrouve dans des processus génocidaires où finalement on détruit les cimetières. On détruit les cimetières des autres, du peuple que l'on essaye d'annihiler. Puisque voilà, c'est ça qui est tragique dans notre histoire, c'est que après avoir annihilé cette humanité à plusieurs visages, nous avons reproduit ce mépris de l'altérité et de l'autre dans notre propre espèce. Puisque voilà, nous avions, après avoir fait nos preuves sur autrui, il fallait faire nos preuves sur nous-mêmes. Et donc on retrouve souvent voilà, dans des épisodes tragiques de notre histoire, des processus où on détruit des lieux funéraires. Et voilà, je pense au Rwanda, et puis je pense plus récemment à ce qui a pu se passer au Proche-Orient. Et d'ailleurs, je pense à une phrase de Lévinas, et j'en parlais avec Julia il y a quelques mois, avec Simon Veil, qui va sortir Einstein à Jérusalem dans peu de temps, et Lévinas qui a dit de très belles choses sur le visage de l'autre. Et c'est en cela que je m'adresse au présent et à notre temps présent, soi-disant moderne et civilisé, où finalement nous nous retrouvons avec des peuples qui n'arrivent plus à se regarder en face et voir l'homme, l'humanité qu'ils ont en face d'eux, et on arrive à une forme de détestation et donc de barbarie. Et je pense que la barbarie, cela peut paraître anachronique, mais elle n'a jamais été aussi présente que dans nos sociétés contemporaines. Oui, parce que justement, ce clan des mers, il honore aussi ses morts au printemps, dans une cérémonie de réunion avec différents clans, qu'on pourrait rapprocher de différentes religions aussi, peut-être, une sorte de... il y a quelque chose d'intensément humain, en fait, dans ce rite-là, comment dire, de prendre soin des morts, justement, comme condition de rester vivant ensemble. Est-ce que c'est ça, au fond, ce que la littérature fait aussi? On a l'impression qu'il y a un vrai engagement dans ce texte. Pour moi, c'est un des textes les plus politiques que j'ai lus depuis longtemps, en sous-texte, bien entendu, mais il est extrêmement politique sur certaines thématiques, et notamment le fait de prendre soin de nos morts de manière collégiale. De prendre soin de nos morts et de prendre soin de notre passé aussi, dans le sens où Yaretsi, d'ailleurs, on sent le poids de son passé sur ses épaules, puisque c'est un monde vieux de 300 000 ans, il en est de certaine manière responsable, et puis il en est le dernier représentant, il est l'un des derniers feux de ce monde qui est vieux de 300 000 ans. Donc évidemment, il y a une forme de pesanteur à cela, mais en effet, je trouve qu'il y a une dignité. Il y a une très belle dignité dans cette attitude finalement de faire corps avec les siens et avec finalement ceux qui ne sont plus là. Et donc en effet, il y a toute une dimension autour de la filiation dans ce livre. Et moi-même, la filiation est quelque chose d'important pour moi puisque je découle, comme je te le disais tout à l'heure, d'un auteur qui m'a fait et qui a fait beaucoup d'autres écrivains dans ma famille. Donc voilà, je pense que nous devons beaucoup de choses à nos aînés, à nos ancêtres, et donc voilà, c'était aussi cette dimension de filiation qui m'a beaucoup ému, notamment voilà toute l'écriture en effet autour il y a quand même des passages qui sont importants dans la grotte aux ancêtres, dans ces cryptes où toute une histoire se vit finalement avec ces hommes et avec ces femmes. Ton premier roman, c'était la voix d'un sans-abri, une autre marginalité, une autre invisibilité. Dans Au-delà des linceuls, c'est plutôt la jeunesse en fuite sous un régime oppressif. Et maintenant, le dernier néandertalien. Est-ce que il y a chez toi cette obsession pour ceux que l'histoire écrase, pour les perdants magnifiques? Hmm. Est-ce que ça va continuer? Parce que moi, j'adore ça. Ah bah écoute Anthony, c'est pas faux ce que tu dis, c'est même très vrai. Il y a toujours cette dimension-là. En fait, c'est dans mon travail, quelle que soit la forme empruntée, il y a toujours l'idée d'un humanisme très bousculé et donc voilà, D'un humanisme au bord d'une falaise? Est-ce d'un on a humanisme. l'impression que c'est ça, que ta vision fondamentale du monde, c'est que l'humanité est en permanence au bord de quelque chose? Exactement, mais avec toujours cet espoir qui certes est fragile, mais qui est toujours là comme une flamme qui vacille et qui est un peu la ligne de fuite du roman.
et que nous suivons, que je suis et que le lecteur, je l'espère, suit jusqu'au bout. Finalement, c'est toujours, c'est finalement mes héros sont des héros ordinaires qui sont pris dans une espèce de, voilà, on va dire, de machine infernale. Et ce sont souvent des êtres très humains qui sont entourés d'une forme de folie absurde et de barbarie et qui essayent du mieux qu'ils peuvent, et avec difficulté souvent, s'en sortir. Donc en effet, il y a toujours cette dimension-là. Et en effet, voilà, cette espérance qui, je crois, est l'un des mots-clés. Et je crois qu'en effet, voilà, il y a cette dimension tragique qui transparaît toujours dans mon écriture, mais qui va toujours de pair avec l'espérance. Et c'est très important pour moi de ne pas perdre cet espoir. Et sur le côté contemporain, ce roman, il paraît en 2026. On vit une époque plutôt de repli identitaire, de méfiance envers l'autre, de concurrence entre groupes humains. Est-ce que tu as... parce que j'ai vu qu'il y avait une étude qui était sortie en 2026 qui montrait que 70% des individus se repliaient sur leur groupe quand leurs opinions divergeaient. Et je trouve que pour le coup, là, ton roman, il dit ça. Voilà ce qui arrive quand un groupe veut être le seul à exister. Oui, tout à fait. D'un côté, on peut penser à la xénophobie et au racisme, ou de l'autre, on peut penser au communautarisme. Donc, moi, en partir du moment où je parle d'humanisme, c'est finalement une forme d'humanisme tourmenté qui transparaît dans mon écriture, et la perte d'un universalisme aussi, d'un message qui a une portée universelle. Et donc, cet universalisme, pour le coup, on a pu le je crois qu'on n'a jamais été aussi proche de le vivre à un moment de notre histoire très lointaine où il y avait une humanité à plusieurs visages et où là, la plus belle promesse d'altérité et d'universalisme a existé. Et voilà ce que nous en avons fait. C'est un peu ça le propos du livre. Donc c'est en cela qu'il dresse des passerelles avec notre contemporain et aussi notre avenir. Donc je ne suis pas seulement un humanisme tourmenté, je suis aussi tourmenté avec le temps, puisque je joue tout le temps avec les époques, puisque je remonte 40 000 ans en arrière pour parler de notre présent, ou parfois j'invente des futurs qui rappellent étrangement notre passé. Donc mon premier roman, on est dans un Paris presque médiéval, une sorte de fête des fous, et dans mon deuxième roman, Au-delà des linceuls, on est dans une sorte d'univers premier empire décadent. 19e siècle. Et donc voilà, j'ai aussi cette dimension-là et j'essaye de poser des questions actuelles en voyageant et en jouant avec le temps et la temporalité. Et puis ma dernière question, avant de te poser les deux questions récurrentes pour les auteurs, c'est de faire un véritable anachronisme là. Si Yaretsi pouvait lire notre monde aujourd'hui, nos guerres, nos extinctions, nos murs, quelle serait selon toi sa première réaction? Est-ce que ce serait de la reconnaissance, de la stupeur, ou au contraire cette incompréhension un peu silencieuse devant les traces d'une espèce qui ne sait pas encore ce qu'elle fait? Si Yaretsi aujourd'hui voyait Ouais, notre ouais, présent actuel, exactement. je pense qu'il serait pris d'un vertige encore plus grand que celui qu'il ressent à 40 000 ans avant notre ère. Et je ne sais pas s'il aurait les clés pour tout comprendre, à vrai dire. Il n'a déjà pas les clés pour tout comprendre, ce choc anthropologique qu'il vit au moment du roman. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julia? Puisqu'apparemment vous êtes néandertalienne, hein, de ce qu'on a cru comprendre tout à l'heure. J'espère bien que je le suis plus que Sapiens, en tout cas. C'est intéressant il y a une image qui est arrivée tout à l'heure, Anthony, quand vous parliez de la grotte aux ancêtres et de ce lieu funéraire qui finalement, si on le transpose, moi, il y a une image qui m'est tout de suite arrivée, c'est celle de la petite église d'Oradour-sur-Glane qui a accueilli malheureusement le bûcher des innocents, pour reprendre le titre d'un très beau livre de Laurence Lacour. Euh, le bûcher, au moment de cette Deuxième Guerre mondiale, donc dans un lieu de culte, de recueillement, un lieu religieux, cette petite église d'Oradour-sur-Glane qui a été dévorée par les flammes avec ses habitants à l'intérieur.
Je repense évidemment aux ghettos qui ont vécu le feu aussi et le sang. Donc je pense que si on parle de temps fracassé, et si on parle de cette violence universelle, je crois malheureusement que si on mettait face Yaretsi avec à la fois sa grandeur d'âme et quelque chose qui manque terriblement au monde, c'est le cœur ouvert de cet homme à l'autre. Revenons à Lévinas, c'est important. Si on parle aussi de politique, que de parler de philosophie, tous les deux se rejoignent. Le visage de l'autre et le cœur ouvert de Lévinas qui nous appelle simplement à regarder le visage de l'autre. Je pense que Yaretik est dans cette évidemment grande humanité de lui, s'il ne serait pas surpris. Au fond, ce n'est que la pente naturelle de ce que Sapiens accomplit si l'on parle de son penchant effroyable pour la seule conquête, c'est-à-dire la seule possession. Nous, on est devenu à notre ère le peuple de la possession et de la conquête parachevée encore et encore et encore. Donc, je pense que ça ne l'étonnerait pas. Très bien. Alors, c'est le moment de te poser la question de l'auteur méconnu que tu aimerais en remettre au goût du jour, même si, alors, s'il est connu, en tout cas en parler ce soir. Qui as-tu choisi, Éloi? Eh ben justement, j'ai choisi, puisque la dernière fois que tu m'avais posé cette question, j'avais parlé d'un ami de mon grand-père, Claude Courteau, et en fait, je me suis dit que je devrais peut-être revenir à la source vive, et faire un hommage et rendre un hommage à mon grand-père Philippe Audouin, qui en fait a été à la source de tout un univers familial, j'en ai parlé tout à l'heure, et notamment donc voilà qui a écrit plusieurs ouvrages. Je pourrais parler par exemple de son recueil le plus accessible qui s'appelle Raconterie. Et donc voilà, c'est assez perturbant et très émouvant de découvrir un homme que l'on n'a pas connu à travers les livres qu'il a écrits, qu'il nous a laissés. Et c'est d'autant plus perturbant de se retrouver finalement, de ressentir une filiation et une forme de connexion avec ah bah voilà, le texte arrive, incroyable, et de retrouver une connexion avec un homme que l'on n'a pas connu. Et je crois qu'il aurait aimé ce livre. Je crois que je lui dois beaucoup et que je lui dois aussi l'écriture de ce livre. Et donc, du coup, je l'avais pas écrit en première page du livre, mais je lui dédie. Et voilà, et on voit sur cette couverture un portrait de Nerval, peint par sa fille, qui est artiste peintre, et dont la sœur jumelle est la romancière Fred Vargas, et qui, dans son dernier roman, écrit, donc imagine toute une trame autour du poème de Nerval, Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. C'était un poème et un poète qu'adorait mon grand-père. Et donc voilà, tout a un sens, et je suis le fruit de ce terreau-là. Et donc voilà, je voulais lui rendre cette... Tu as bien fait. Et la deuxième question, c'est celle de te transposer dans un personnage de fiction que tu aimerais vivre 24 heures dans sa peau, dans son corps, et est-ce que tu changerais son destin? Qui as-tu choisi, Éloi? Oui, alors tout à l'heure, je me suis projeté, quand voilà, spontanément, j'ai pensé donc j'ai dit roman tout à l'heure, je me suis trompé, c'est évidemment pas un roman, c'est une pièce de théâtre, à Roméo et Juliette de Shakespeare. Pourquoi? Parce que ça a été déjà tout d'abord l'une de mes premières grandes émotions de lecture, et voilà, c'était une plus précoce et grande émotion de lecture de ma jeunesse. Et puis parce que, comme tu l'as souligné, Le Dernier Clan est un roman d'amour. Et d'ailleurs, euh, la scène où Yaretsi prend la main d'Ayasha pendant la prière du départ, et qu'il remémore au lecteur, est une scène inspirée du bal où Roméo s'empare de la main de Juliette dans une alcôve. Et, en vérité, je me suis projeté au début, je me suis dit que je pourrais être le frère Laurence et éviter à envoyer à temps cette foutue lettre pour que Roméo soit informé à temps de la mise en scène du suicide de Juliette. Mais finalement, je me suis dit que je n'aurais pas très envie de passer à côté d'une histoire d'amour comme celle-là. Donc je me glisserais bien dans la peau de Roméo et puis attendre quelques secondes avant d'ingérer le poison. Et m'enfuir tout heureux en voyant Juliette se réveiller, m'enfuir avec elle.
mais je dois dire que la fin de Shakespeare, malheureusement, est plus réussie. Très bien, très bien. Bon, je vois qu'on est connecté puisque cette scène de main, en effet, c'était ma conclusion. Très bien. Eh bien, c'est le moment de nous lire un second extrait. Éloi, c'est à toi. Alors, c'est le moment où Yaretsi et les siens viennent d'arriver sur le lieu de la grotte aux ancêtres et ils attendent l'arrivée des autres clans. Je comprenais enfin. Ah non, c'est ici. Attendez, pardon. Voilà. Le jour, courant de pierre en pierre, tel un puissant ruisseau, fit son apparition au creux de la rotonde. Le soleil venait d'atteindre son zénith, et j'entendais les rires de mes proches restés à l'extérieur. Je n'osais annoncer aux miens ce qui me semblait impossible à énoncer. Aucun d'eux n'avait encore pris la mesure des choses. Quant à moi, je commençais à peine à en entrevoir les contours. C'est à ce moment-là seulement que mes yeux furent saisis par un détail que je n'avais pas vu ou refusé de voir en entrant. La grande fresque à l'entrée de la grotte. Cette précieuse accumulation de tant de couches, de couleurs, de tant de traces de nos ancêtres autour d'un seul et même immense récit n'était plus la même que celle que j'avais laissée à la fin du printemps dernier. Des silhouettes humaines étaient apparues, elles que nous avions pour habitude de ne jamais convier sur ces parois. Quelque chose d'énigmatique se dégageait de ces scènes où des personnages, hommes ou femmes, les uns taillés en pointe fine et élancés, tels que certains de nos plus élégants silex, les autres, aux chairs aussi rondes que le fruit du prunier, circulaient au milieu des bêtes. Tout comme le crâne difforme que je tenais quelques instants plus tôt dans le creux de ma main, ses corps, ses bras, ses jambes ressemblaient aux nôtres, et pourtant me paraissaient tout autres, moins musculeux et moins massifs que nos troncs robustes et noueux, trapus comme des tilleuls. Ces curieuses chimères s'élançaient vers le ciel avec souplesse, pareilles aux plus hautes branches du hêtre. De toutes ces silhouettes si gracieuses qu'elles feraient des prodigieux danseurs, se dégageait un fabuleux orgueil. Au sol, au sol, partout autour de moi, gisaient des manches en bois de pin brûlé. J'ignorais à quoi avaient bien pu servir ces débris, et j'ignorais comment nos intrus avaient pu apposer ces nouveaux dessins, sans autre source de lumière que celle du contre-jour qui sillonnait jusqu'à moi. Prenant du recul, je réalisais avec effroi que la fresque tout entière avait été reprise. Même les peintures les plus anciennes avaient changé d'aspect. Les deux lionnes entrelacées, l'un des plus beaux ornements de notre sanctuaire, se voyaient soudainement réveillés par l'éclat de nouvelles poudres jaunes, ocre et noires. Le couple adoptait une posture plus nette, plus féline, évocatrice de ce mélange de violence et de délicatesse si particulier aux fauves. Tout, absolument tout de la grande œuvre collective dont nous avions hérité, avait été repensé. En s'octroyant un tel droit, les occupants de notre grotte avaient commis un outrage de plus. Et pourtant, j'étais happé par ces teintes et ces figures nouvelles. Le souffle court, je remarquais sur mes propres saïgas la retouche d'une cambrure, la courbure d'un dos, la forme élancée de la pointe d'une corne. Je suivis des yeux cet enchaînement de lignes virtuoses, tracées à main levée d'un geste qui témoignait d'une maîtrise incomparable. Je demeurais aussi inquiet que subjugué devant tant de justesse et de beauté. Je m'avançai vers l'extrémité de la paroi, sur cette surface vierge où nous nous étions efforcés de laisser de la place disponible pour nos fils et nos filles, et pour tous leurs enfants. La pierre était badigeonnée de peintures nouvelles, des bêtes inventées, toutes nées de la main d'un esprit habité que je ne connaissais pas et que je ne voulais pas connaître. Je n'aurais su dire si ces figures avaient été exécutées par un homme ou un mauvais génie, mais une chose était sûre, son souffle me paraissait suffisamment puissant pour défaire et refaire tout un monde. Merci, Éloi. Alors Yaretsi est encore là, fixé face à l'aube naissante, quelque part entre la grotte des ancêtres et le bord du monde. Sa main tient celle d'Ayasha, et dans le silence complice de cette scène suspendue, la fin du monde semble différer. Il ignore que demain, sa voix ne résonnera que comme une note de bas de page dans l'histoire de l'espèce. Il ignore que les hommes d'un futur lointain le jugeront primitif. Il regarde l'horizon comme il l'a toujours fait, portant le poids d'un destin obscur en un sourire à peine levé. Dans ce regard paisible, une interrogation muette, qu'y a-t-il encore à comprendre quand l'homme s'efface? Il veille, solitaire et tendre, témoin invisible du monde qui s'apprête à quitter. C'est peut-être cela le geste secret du dernier clan, nous enseigner à veiller à notre tour, à plonger nos yeux dans l'avenir avant que nos pas n'y laissent des traces irréparables, à nommer le danger avant même que personne ne sache lire ses premiers signes. Le roman nous apprend à scruter l'horizon quand tout semble calme, à écouter le soupir du monde avant l'éclat du cri. La moindre étincelle d'alerte devient à ses yeux un avertissement vital, le moindre froissement d'air un présage. La forêt et l'océan semblent chuchoter un avertissement dans le vent du matin et chaque son du monde devient un message à entendre. Veiller est un acte de foi envers l'invisible avenir.
Éloi Audouin-Rousseau choisit une fois encore le camp des vaincus, comme il l'avait fait pour ceux que l'histoire broie sans retour. Qu'il s'agisse du sans-abri de Belleville ou des jeunes en fuite, il prête sa plume aux morts en sursis, avec la même foi obstinée. Ces phrases sont dressées comme des sentinelles contre l'oubli. Ce qu'on sent dans ces dernières pages n'est pas de la nostalgie, mais plutôt une fidélité farouche, une fidélité aux perdants magnifiques et à ceux que l'humanité oublie trop vite. Il lance ces mots comme des cris d'espoir sous les décombres du temps, et nous, lecteurs du XXIe siècle, nés de sapiens, assoiffés de conquêtes et de certitudes, nous sortons de ce récit ébranlé. Nous avons marché dans la grotte des origines, et un miroir tremblant se dresse devant nous. Nous sommes un peu honteux de ce miroir, apeurés par nos propres échos dans le vide, et pourtant nous sommes terriblement vivants, plus vivants que jamais, au sortir de ce champ ancien. La sagesse du désert préhistorique vient hanter nos certitudes modernes, et la littérature, quand elle est vraie, ne guérit pas. Elle creuse, elle dérange, elle secoue l'endormi et réveille nos consciences. Alors merci Éloi, merci d'avoir veillé pour nous avec Yaretsi. Veillons encore et toujours une dernière fois. Je le remontre, il est là, le dernier clan aux éditions de la Tribu. Merci infiniment à tous les deux, merci Julia et merci Éloi pour ce moment. Merci à toi, Anthony. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Au revoir à tous. Au revoir. À Au bientôt. revoir tout le monde.